La cabane sous la tempête. Le vent du Wyoming n'était pas un simple vent. Il mordait, il arrachait, il nettoyait la terre jusqu'à l'os. Il sifflait entre les pins tordus des montagnes Wind River avec la plainte d'un avertissement ancien, comme un cri perdu venu des premiers jours du monde. Sur le perron de sa cabane isolée, Nathan Scott, ancien marine, sentait la pression de l'air changer avant même de voir les nuages. Il se tenait droit, les mains appuyées sur la rambarde gelée, observant le ciel qui s'assombrissait d'un gris de fer. C'était un homme de haute taille, bâti comme ceux qui ont appris à survivre dans les pires conditions. Ses cheveux bruns, déjà striés d'argent au niveau des tempes malgré ses 40 ans à peine, tombaient en mèches rebelles sur son front. Son visage portait les marques d'une vie passée au combat, des rides dures, des cicatrices effacées sous une barbe soigneusement entretenue. Mais ses yeux, d'un gris profond et calme, trahissaient une tristesse ancienne, un deuil qu'aucune tempête ne pouvait éroder. Son chien, Echo, un berger allemand au pelage singulier, un mélange de gris, d'argent et de blanc, était couché à ses pieds. Rien dans son apparence ne rappelait le noir et feu classique de sa race. Il semblait taillé dans la même pierre que les montagnes alentour. Echo ne le quittait jamais. Leur lien, silencieux et solide, s'était forgé non pas dans la joie, mais dans la douleur. Nathan avait perdu sa femme, Kate, 4 ans plus tôt, terrassée par la maladie. Echo, adopté peu après dans un refuge, semblait lui aussi porter un passé brisé. Deux âmes en ruine qui avaient choisi le silence comme refuge. Nathan inspira profondément. L'air avait cette odeur métallique et glacée qui précède les grandes neiges. La première tempête de la saison approchait, lourde, humide, furieuse. Il murmura pour lui-même. Générateur plein. Bois sec empilé. On est prêt, mon vieux. Echo leva à peine les oreilles, mais ses yeux restèrent fixés sur l'horizon, guettant les nuages qui avalaient peu à peu les cimes enneigées. Le monde autour d'eux se préparait à disparaître sous le blanc. C'est alors que la sonnerie stridente du téléphone satellite fendit le silence. Nathan se raidit. Il détestait ce son. Dans sa vie, les appels n'apportaient jamais rien de bon. Il entra dans la cabane, le plancher grinçant sous ses bottes, et décrocha. Scott, Nathan. Oh, merci Seigneur. Je t'ai attrapé juste à temps. La voix était brouillée par les interférences, mais familière. Grace Mitchell, sa voisine la plus proche, si l'on pouvait appeler voisine quelqu'un qui vivait à 12 miles. Une femme d'une 60aine d'années, toujours gentille, toujours discrète, qui avait pour habitude de déposer des tartes sur son perron sans un mot. Grace, qu'est-ce qu'il se passe? C'est cette fichue tempête. J'ai des locataires censés arriver à la cabane des Aspen aujourd'hui, un jeune couple. Mais je n'ai eu aucun contact. Et je suis coincé en ville, à Lander. Je m'inquiète. Tu pourrais aller jeter un œil. Juste vérifier qu'ils sont bien arrivés, ou que la porte est bien fermée? Nathan serra la mâchoire. La cabane des Aspen. Il la connaissait. À 5 miles de là, au bout d'une vieille route de bûcheron à moitié effondrée. Il jeta un regard vers la fenêtre, les premiers flocons, gros et lourds, descendaient déjà. C'était une mauvaise idée. S'éloigner, briser la routine, s'exposer. Tout en lui refusait. Mais Grace ne demandait jamais rien. Et elle avait été la seule présence bienveillante dans ces 4 années de solitude. J'y vais, dit-il simplement. Que Dieu te bénisse, Nathan. Fais attention à toi. Il raccrocha, prit ses clés, enfila sa vieille veste de cuir craquelée et siffla. Echo, en voiture. Le chien bondit aussitôt, comme s'il sentait que quelque chose d'inhabituel allait se produire. La route était déjà dangereuse. Le vent giflait le pare-brise et la neige se mettait à coller sur les essuie-glaces. Nathan gardait les mains fermes sur le volant, les yeux balayant sans cesse la ligne des arbres. Echo, assis bien droit sur le siège passager, flairait l'air qui entrait par la grille du chauffage. Le silence entre eux n'était pas vide, il était complice. Après 20 minutes d'effort, les phares éclairèrent enfin la silhouette sombre de la cabane des Aspen. Aucune lumière. Aucune voiture. Juste le murmure assourdi de la tempête. Parfait. Personne n'est là. Nathan coupa le moteur, ferma sa veste et sortit dans le froid mordant. Il n'avait pas fait 10 pas que le calme se brisa net. Echo, à l'intérieur du véhicule, se mit à aboyer avec une fureur incontrôlée. Il se jeta contre la vitre, grattant frénétiquement, hurlant presque. Ce n'était pas un simple aboiement d'alerte. C'était un cri d'alarme. Echo.
Ça suffit. Mais le chien redoubla, la voix rauque, les pattes frappant le verre. Le sang de Nathan se glaça. Echo ne réagissait jamais ainsi. Jamais. Il ouvrit la portière. Le chien bondit dehors comme une flèche argentée, traversant la neige pour aller droit vers la porte de la cabane. Il se dressa sur ses pattes avant, gratta le bois de toutes ses forces, aboyant avec une intensité presque humaine. Nathan sentit son cœur battre dans sa poitrine. Il ne voyait aucune trace de pas, rien d'autre que le blanc. Il posa la main sur la poignée, la porte n'était pas verrouillée. Grace Mitchell m'a envoyé, annonça-t-il en entrant. L'air à l'intérieur était glacial, stagnant. Trop calme. Et il y avait cette odeur subtile mais étrange, un parfum féminin, cher, incongru dans un lieu pareil. Echo avança lentement, museau bas, flairant chaque recoin. Nathan suivit, tendu, l'instinct du soldat revenu. Et puis il la vit. Dans l'ombre, recroquevillée près du mur, une jeune femme était assise dans un fauteuil roulant cassé. Elle tremblait tellement que le métal du siège vibrait sur le plancher. Ses cheveux blonds, emmêlés, collaient à son visage livide. Ses lèvres bleues murmuraient un souffle presque imperceptible. Nathan s'arrêta net. L'un des roues du fauteuil était tordu, brisé. La scène semblait irréelle. « Madame, dit-il doucement. » Echo s'approcha, la tête basse, émettant un léger gémissement. « Ne me faites pas de mal, supplia-t-elle d'une voix éteinte. Je ne vais pas vous faire de mal. Je m'appelle Nathan. Je suis le voisin de Grace Mitchell. Vous êtes blessé? Il m'a laissé ici. Mon fiancé, Vincent. On s'est disputé. Il a dit que j'étais inutile. Il m'a poussé, la chaise s'est cassée. Puis il est parti. Il m'a laissé là. Ces mots s'étranglèrent dans des sanglots gelés. Nathan détourna le regard vers la fenêtre. Dehors, la tempête effaçait déjà le monde. Il savait ce que cela signifiait. Cette cabane n'avait ni chauffage, ni générateur, ni isolation. Dans 2 heures, elle serait un cercueil de glace. Il soupira. Son propre refuge, 2 miles plus loin, était prêt, solide, chaud. Et lui, qui avait juré de ne plus s'occuper de personne, se retrouvait soudain responsable d'une étrangère à moitié morte. Le choix n'en était pas un. On s'en va d'ici, déclara-t-il d'un ton ferme. Ma cabane n'est pas loin. Vous serez en sécurité. Je ne peux pas, la chaise. Je sais. Il se mit à genoux devant elle. Je vais vous porter. Vous allez me faire confiance, d'accord? Elle le fixa, hébétée, sans répondre. Son corps tremblait si fort qu'elle semblait prête à se briser. Je ne vous demande pas, madame. On y va. Il la souleva avec précaution. Elle était d'une légèreté effrayante, le souffle court, recroquevillé dans la couverture qu'il avait gardée autour d'elle. Echo, désormais calme, se plaça à sa gauche, comme un garde du corps silencieux. Nathan, cet homme qui avait tourné le dos au monde, franchit le seuil avec la femme dans ses bras et affronta la tempête. Le vent les attaqua aussitôt, hurlant comme une bête affamée. La neige fouettait leurs visages, les aveuglait. Nathan avançait à tâtons, suivant un chemin qu'il connaissait par instinct plus que par vue. Chaque pas était un combat. Son manteau se couvrait de glace, ses bras engourdis serraient la jeune femme contre lui. Elle respirait faiblement, la tête posée contre sa poitrine. Echo, silhouette grise dans la blancheur, collait à sa jambe, fidèle et vigilant. Le monde entier n'était plus qu'un océan de vent et de poudre. Après ce qui lui parut une éternité, Nathan distingua la forme massive de sa propre cabane. Il donna un coup d'épaule dans la porte, la fit voler en éclats, et soudain le vacarme extérieur se mua en un grondement lointain. Echo entra le premier, secouant la neige de son pelage. Nathan posa la femme sur le canapé près du poêle. Ses doigts tremblaient lorsqu'il alluma le feu. Les premières flammes jaillirent, projetant sur les murs des ombres chaudes qui semblaient danser. La jeune femme, blottie sous une couverture plus épaisse, ouvrit lentement les yeux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Emma. »« Emma Lane. »« Très bien, Emma. Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle le regarda longuement, ses yeux pleins d'un mélange de gratitude et de peur. Et au dehors, la tempête redoubla, rugissant contre les murs comme si elle voulait les avaler tous deux. Nathan, pour la première fois depuis 4 ans, n'était plus seul.
Et il pressentait que ce qu'il venait de ramener dans sa maison n'était pas seulement une inconnue en détresse, mais peut-être la vérité qu'il fuyait depuis trop longtemps. La neige tombait sans répit sur la vallée, ensevelissant le monde sous un manteau de silence et de froid. Nathan referma la porte d'un coup de botte, verrouillant le loquet d'un geste ferme. Le contraste entre le dehors et l'intérieur fut brutal, le froid coupant du blizzard cédait la place à une chaleur dense, presque douloureuse. Il secoua la neige de son épaisse veste et s'approcha du canapé usé qui faisait face à une vaste cheminée de pierre. « Je te pose ici, » dit-il d'une voix brève, professionnelle. Sans effort visible, il souleva la jeune femme et la déposa sur les coussins déformés. Elle sentit aussitôt les aiguilles de la douleur revenir dans ses jambes glacées, ce fourmillement violent du sang qui recommence à circuler. Elle serra les lèvres pour ne pas crier. Une femme paralysée n'était pas censée ressentir cela. Nathan ne sembla pas remarquer sa réaction. Il traversa la pièce avec la précision d'un homme habitué à tout faire seul. Il ajouta 3 lourdes bûches aux braises et activa un soufflet. En quelques instants, les flammes rugirent, projetant une lueur d'ambre sur les murs de bois brut. « Reste, » ordonna-t-il. Il fallut un instant à Emma pour comprendre qu'il s'adressait non pas à elle, mais au chien. Le berger allemand, Echo, qui flairait ses bottes, se retira aussitôt et s'allongea sur un tapis circulaire près du feu. Il posa sa tête sur ses pattes croisées, sans un son, sans un grognement. Ses yeux gris, vifs et froids, restaient fixés sur elle, immobiles, inquisiteurs. Nathan disparut dans la cuisine attenante et revint avec une grande tasse fumante. « Café. »« Bois. »« Merci » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ses mains, lorsqu'elle tenta de saisir la tasse, tremblaient tant qu'elle faillit la renverser. Nathan s'agenouilla devant elle. Ses gestes étaient assurés, dépourvus de toute tendresse superflue. Il lui prit les mains, rugueuses, calleuses, elles dégageaient une chaleur presque brûlante. Il les plaça autour de la tasse. « Tiens-la. Sens la chaleur. Bois. » Elle obéit. Le liquide amer lui brûla la gorge, mais ralluma dans sa poitrine un feu vital. « Ma chaise, » balbutia-t-elle. Elle est dans le camion. Nathan se redressa. Inutile. La neige dépasse déjà les 3 pieds. Tu ne vas nulle part. Ce n'était pas dit avec dureté, seulement avec la franchise froide d'un homme habitué à constater les faits. Pourtant, elle sentit le poids de sa méfiance. Il ne la croyait pas. Cet homme, muré derrière des années d'isolement, la tenait à distance. Il ouvrit un placard et en sortit 2 épaisses couvertures de laine, couleur avoine, aux bords usés mais propres. Le froid est dans tes os. Enlève ces vêtements mouillés et enroule-toi là-dedans. Il tourna le dos, lui laissant une ombre de pudeur. Les doigts d'Emma, engourdis, luttèrent avec les boutons de son manteau de créateur, un manteau qui valait plus que toute cette cabane. Je ne peux pas. Mes jambes? Nathan soupira lentement. Il se retourna. Ses yeux gris d'acier la fixèrent. Alors couvre-toi comme tu peux. Le plus important, c'est de réchauffer ton corps. Il n'offrit pas d'aide. Il resta debout, observant sans émotion tandis qu'elle essayait, maladroitement, de tirer la lourde couverture sur elle. L'orgueil d'Emma brûlait plus que la honte. Cet homme, dur et direct, semblait indifférent à sa fragilité. Pendant qu'elle luttait, Nathan se mit à vérifier chaque fenêtre, à verrouiller les volets contre le vent. La tempête frappait la cabane comme une bête enragée. Les lumières vacillèrent puis s'éteignirent. La pièce ne fut plus qu'un îlot de chaleur orangée, animé par le feu. Nathan ralluma 2 lampes à huile, leur éclat doux fit danser des ombres dorées sur les murs. Le générateur finira par démarrer, dit-il. Mais je préfère le silence. Et le silence s'installa. Profond. Presque vivant. Seul demeurait le grondement du vent, le crépitement du feu et la respiration régulière du chien. Echo n'avait pas bougé. Toujours couché, il la surveillait, inflexible, comme un juge silencieux. Ce fut à ce moment-là qu'Emma sentit vraiment le poids de son mensonge. Emma Collins, héritière dont la fortune remplissait les pages des magazines, se tenait recroquevillée dans une cabane perdue, enveloppée dans une couverture grossière, jouant le rôle d'une femme paralysée. Le mensonge qu'elle avait inventé pour tester la loyauté de Vincent lui paraissait ici indécent. Autour d'elle, tout respirait la vérité nue, les étagères en bois de grange recyclées, les livres au dos brisé, un manuel de mécanique, histoire du Wyoming, traité de philosophie, le sol inégal, les meubles simples mais parfaitement entretenus.
Rien ici n'était fait pour impressionner. Tout était fait pour durer. Ses yeux se posèrent sur le manteau de la cheminée. Un seul objet y trônait, une photo dans un cadre usé. Nathan souriait, un bras passé autour d'une femme aux yeux rieurs. Kate. Alors elle comprit. Cette cabane n'était pas seulement un abri. C'était un sanctuaire. Un souvenir figé dans le bois et la pierre. Nathan avait perdu quelqu'un, et la maison tout entière semblait garder le deuil avec lui. Et malgré sa méfiance, cet homme l'avait recueilli, sans poser de questions, sans rien demander. Il lui avait offert la chaleur, le café, la sécurité. Non par calcul, mais par instinct. Par humanité pure. Et elle, en retour, lui offrait le mensonge. Une comédie de faiblesse. Dans cette maison bâtie sur la vérité, son imposture brillait comme un bijou faux, clinquant et ridicule. La honte la submergea. Merci, souffla-t-elle. Nathan, toujours près de la fenêtre, ne se retourna pas. Pourquoi? Pour m'avoir aidé. Ne me remercie pas, répondit-il d'une voix neutre. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour Grace. Et pour le chien. Il déteste voir quelque chose mourir de froid. Ses yeux croisèrent enfin les siens. Dur, mais pas cruel. On est coincé ici. Les chasse-neige ne passeront pas avant 3 jours. Peut-être une semaine. Il attrapa la seconde couverture et la posa sur Echo. Le chien enfouit son museau dessous, mais ses yeux restèrent ouverts, toujours fixés sur elle. Dors un peu. Le feu doit être alimenté toutes les 2 heures. Je prends le premier tour. Il saisit le fusil appuyé contre la porte, vérifia le mécanisme d'un geste sûr, puis le reposa. Enfin, il s'assit dans un vieux fauteuil à bascule, loin de la cheminée, et ouvrit un livre. Emma Collins, milliardaire, menteuse, prisonnière du blizzard, se retrouva allongée sur un canapé d'homme simple, entouré de silence et de droiture. Le mensonge n'avait jamais pesé aussi lourd. Le lendemain, la tempête redoubla. Le monde extérieur s'était effacé, remplacé par un hurlement blanc. Le vent ne tombait pas, il attaquait, grattait, mordait la cabane de toutes parts. À l'intérieur, un autre silence régnait. Plus dense. Plus humain. Nathan se levait avant l'aube. Il bougeait comme un fantôme, précis, méthodique. Il entretenait le feu, déblayait un chemin jusqu'au bûcher, rapportait du bois, le visage fouetté de neige. Puis il préparait du café. Le son de la cuillère raclant la tasse résonnait comme un coup de cloche dans la tranquillité du matin. Il déposa devant elle un bol de gruau fumant, une bouteille d'eau. Pas un mot. Emma mangea lentement. Chaque bouchée avait le goût du remords. Elle était une intruse, un fardeau, et pire encore, une menteuse. Combien de temps crois-tu que cela va durer? Demanda-t-elle enfin, la voix mince, presque inaudible. Mais Nathan ne répondit pas tout de suite. Il ajouta une bûche au feu, observant les flammes se tordre et grandir. Quand il parla enfin, ce fut sans détour, avec la vérité brutale d'un homme qui ne savait pas enjoliver les choses. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et dans la lumière dorée du feu, Emma comprit qu'elle était prise non seulement dans la tempête, mais dans quelque chose de bien plus puissant, la force tranquille d'un homme que la vérité avait façonné, et que le mensonge ne pouvait pas atteindre. La tempête hurlait encore au dehors, un grondement constant qui semblait vouloir arracher la petite cabane de ses fondations. Emma, allongée sur le canapé, fixait les flammes qui dansaient dans la cheminée. Nathan, de son côté, vérifiait les joints de la fenêtre arrière, attentif au moindre sifflement d'air. Quand elle parla, cherchant désespérément à briser le silence, il s'arrêta un instant, tourna la tête, ses yeux gris demeurant impénétrables. Puis, sans un mot, il reprit son travail. Et tout retomba dans ce calme pesant. Son monde à elle s'était désormais rétréci à 20 mètres carrés, l'espace entre la cuisine et l'âtre, entre la chaleur et le froid, entre l'ombre et la solitude. Ses seules compagnies étaient un homme taciturne, et un chien qui ne cessait de la fixer. Echo. Il n'était ni hostile ni menaçant, mais toujours présent, toujours en observation. Lorsqu'elle levait les yeux, il était là, couché sur le tapis circulaire près du feu, la tête levée, les oreilles pivotant à chaque bruit, à chaque respiration. Elle connaissait pourtant les chiens. Son ancien monde en regorgeait, créatures choyées, brossées, parfumées, portées dans des sacs de luxe lors des galas de bienfaisance. Mais Echo n'était rien de tout cela. Il avait quelque chose d'ancien, de presque humain.
Une conscience silencieuse. Une présence qui jugeait sans condamner, mais ne laissait rien échapper. Un après-midi, alors que Nathan affûtait un couteau dans la pièce du fond, le crissement régulier de la lame sur la pierre irritait les nerfs d'Emma. Elle tenta d'établir un contact. « Hey !» Écho, murmura-t-elle, la voix hésitante. Le chien releva la tête, les oreilles dressées. « C'est une sacrée tempête, hein ? Je suis contente que toi et ton maître m'ayez trouvé. » Écho la regarda longuement. Il ne remua pas la queue. Il ne bougea pas. Rien. Juste ce regard fixe, insondable. Plus tard, lorsque Nathan prépara leur maigre dîner, un ragoût en conserve chauffé sur le poêle à bois, elle tenta une autre approche. Il posa une gamelle devant elle, puis en remplit une autre pour le chien. Écho attendit, parfaitement immobile, jusqu'à ce que Nathan murmure une commande presque inaudible. Alors seulement, il s'approcha et mangea. Emma, cherchant à être aimable, rompit un petit morceau du pain sec qu'il lui avait donné et le tendit. « Tiens, mon grand. » Le chien leva les yeux vers elle, puis vers Nathan. « Il n'est pas errant, » dit celui-ci d'une voix froide depuis l'ombre du poêle. « Il mange dans sa gamelle. » La honte lui monta aux joues. Elle retira sa main et laissa tomber le morceau de pain dans son bol. « Je suis désolé. »« Mange, » répondit-il simplement, sans dureté mais sans appel. Le silence qui suivit fut encore plus lourd que le précédent. La deuxième nuit, la tempête redoubla de rage. Le vent mugissait, les murs craquaient comme sous la torture. Emma, recroquevillée sous ses couvertures, ne trouvait pas le sommeil. Son corps la faisait souffrir, non à cause de la paralysie qu'elle simulait, mais du froid, de la tension et de la peur. La peur d'être découverte. Elle craignait de bouger dans son sommeil, de révéler sans le vouloir qu'elle pouvait marcher. Nathan, lui, ne dormait pas sur le canapé. Il avait sorti un vieux lit de camp et l'avait placé près de la porte, son fusil appuyé contre le mur. Emma le comprit alors avec un frisson, il ne gardait pas l'entrée, il la gardait, elle. Le troisième soir, la façade commença à se fissurer. Le générateur s'était tu depuis des heures. Seules brûlaient les lampes à huile et le feu, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Nathan, assis à la table, démontait et nettoyait son fusil pièce par pièce, dans un silence presque religieux. Le cliquetis régulier du métal était le seul son, avec le souffle du vent. Emma, emmitouflée dans ses couvertures, fixait la fenêtre. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était son propre reflet dans la vitre noire, une femme pâle, fatiguée, les cheveux collés, le visage dépouillé du vernis qu'elle portait autrefois comme une armure. Elle pensa à Vincent. Il aurait méprisé cet endroit. Il aurait fulminé, téléphoné à ses avocats, exigé un hélicoptère. Sa colère aurait saturé la pièce, étouffant tout l'air. Nathan, lui, ne disait rien. Il ne se plaignait pas. Il existait simplement. Il appartenait à ce lieu. Il coupait le bois, entretenait le feu, réparait, veillait. Il ne demandait rien, n'offrait rien d'autre que le nécessaire. Et c'est là qu'elle comprit. Ce mensonge, qu'elle avait trouvé si rusé, n'était pas une arme ici. C'était une faute. Une profanation. Cet homme vivait selon des règles simples, des vérités élémentaires, le feu chauffe, la tempête tue, le chien est fidèle. Elle seule mentait. Elle seule était fausse dans ce monde d'authenticité brute. Cette révélation ne fut pas une pensée, mais une douleur physique. Une masse lourde dans sa poitrine. Ses yeux la brûlèrent. Une larme, chaude, traîtresse, coula sur sa joue glacée. Elle la chassa d'un geste brusque, furieuse contre elle-même. Mais d'autres suivirent. Elle tourna la tête, pressant son poing contre sa bouche, étouffant les sanglots. Elle pleurait. Non pour sa fortune perdue, ni pour sa situation. Mais pour ce qu'elle était devenue, une femme étrangère à elle-même, obligée de mentir pour obtenir un peu de compassion. Un bruit de griffes sur le plancher fendit le silence. Nathan cessa de bouger. Il avait entendu. Emma se figea. Lentement, elle tourna la tête. Écho s'était levé. Il ne se tenait plus près du feu, il avançait vers elle, pas à pas, son pelage argenté frémissant dans la lumière. Il s'arrêta à quelques pas du canapé, humant l'air, cherchant son visage du regard. Il ne voyait pas une femme paralysée. Il ne voyait pas une riche héritière. Il voyait la peine nue, l'odeur du désespoir. « Écho » murmura-t-elle,
la voix brisée. Le chien s'approcha encore. Il posa doucement son museau froid sous la main qu'elle serrait contre sa couverture. Elle sursauta, un petit cri lui échappa. Echo insista, glissa de nouveau sa tête, plus fermement cette fois. Puis il poussa un long soupir et posa son front sur ses genoux. Un geste simple. Un geste d'abandon et de réconfort. Emma resta immobile un moment. Puis, timidement, elle posa sa main sur sa tête. Ses doigts s'enfoncèrent dans la fourrure chaude et dense. Echo se détendit, ferma les yeux. De l'autre côté de la pièce, Nathan Scott demeurait figé. Il ne respirait presque plus. Ses jointures blanchies agrippaient son arme. Il regardait son chien, son partenaire, son ombre, le dernier vestige de Kate. Echo, qui n'avait offert sa confiance à personne depuis la mort de cette femme. Et maintenant, il reposait la tête sur les genoux d'une inconnue. Le visage de Nathan se détendit enfin. La première fissure venait d'apparaître dans la glace. Le lendemain, tout avait changé. La fureur du blizzard s'était tue, remplacée par un silence blanc. Le monde entier semblait enseveli. À son réveil, Emma vit Echo couché au sol près d'elle, la tête posée à côté de ses pieds. Nathan, en sortant de sa chambre, s'arrêta net. Il les observa, d'abord surpris, puis désemparé. Quand Emma bougea, le chien remua la queue, 2 petits coups sur le plancher. Il leva la tête et réclama une caresse. Nathan resta immobile, les bras croisés. Il prépara le café, ses gestes toujours précis, mais moins rigides. Lorsqu'il lui tendit une tasse, Echo, insistant, glissa sa tête sous la main libre d'Emma. On dirait qu'il a choisi, dit-elle d'une voix rauque. C'est un chien, répondit-il sèchement, mais sans la dureté d'autrefois. Il ne sait pas mieux. Mais il savait. Nathan savait. Echo savait. Et ce simple fait le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. La journée s'étira lentement. Le vent s'était calmé, mais la cabane demeurait ensevelie sous des murs de neige. Nathan passa la matinée dehors, pelletant, creusant un chemin vers le bois, vers l'air libre. Emma, seule à l'intérieur, sentit le poids de l'enfermement. Son fauteuil brisé trônait dans un coin, inutilisable. Elle ne pouvait qu'attendre, piégée entre 4 murs. Chaque déplacement jusqu'à la petite salle d'eau était une épreuve qu'elle ne s'autorisait qu'en l'absence de Nathan. La cabane, qui la veille semblait un abri, devenait peu à peu une prison. 3 marches séparaient le salon de la porte. 3 marches, infranchissables pour la femme qu'elle prétendait être. 3 marches qui la retenaient captive, comme ses propres mensonges. Elle rêvait d'air, de lumière, du ciel immense du Wyoming. Mais derrière chaque fenêtre, il n'y avait plus rien que la blancheur absolue. Une mer gelée. Et au cœur de cette immensité silencieuse, 3 âmes perdues, un homme, un chien, et une femme qui commençait à entrevoir la vérité, non celle qu'on lit dans les journaux, mais celle qu'on ressent dans le froid, dans la solitude, dans la présence muette d'un être qui vous pardonne sans un mot. Le silence avant la tempête. Nathan revint de dehors, la barbe et les cils couverts de neige. Chaque pas qu'il fit sur le plancher laissa derrière lui une traînée d'eau fondue. Il secoua ses bottes, se débarrassa de sa lourde veste de cuir, et resta un instant immobile, les épaules encore tendues par le froid. Il ne la regarda pas, mais il la vit. Emma, sur le canapé, fixait les 3 marches menant à la porte d'entrée. Ses yeux s'y accrochaient comme à un horizon inaccessible, un seuil vers un autre monde. Nathan comprit. Il vit la détresse, l'impuissance, et pour la première fois, il ne l'aperçut pas comme un fardeau, mais comme un problème à résoudre. Sans un mot, il se dirigea vers la cuisine, se servit un café brûlant, puis resta planté là, la tasse entre les mains, observant en silence les marches. 3 marches seulement, mais pour elle, un mur infranchissable. Il posa sa tasse, alla jusqu'au placard, en sortit un mètre ruban. Emma le suivait du regard, fascinée. Il mesura la hauteur, la largeur, nota les chiffres au crayon sur un morceau de bois, puis ouvrit la porte d'un geste brusque. Le vent glacial s'engouffra dans la pièce, l'avalant tout entier. Il disparut dans le blanc du blizzard. Un instant plus tard, Emma entendit la porte de l'atelier se refermer, suivie d'un silence lourd. Puis un son régulier s'éleva, clair, précis, le frottement d'une scie à main mordant le bois. Son cœur se serra. Elle connaissait ce bruit. Elle avait supervisé la construction de plusieurs maisons, ce son-là, c'était celui du travail, de la volonté brute. Pendant 1 heure, la scie chanta dans la tempête,
accompagné du bourdonnement d'une perceuse, puis du martèlement étouffé d'un marteau aux des coups mesurés, presque tendres, comme s'il craignait de réveiller quelqu'un. Assise sur le canapé, Emma sentait le mensonge lui peser dans le ventre comme une pierre glacée. Nathan n'avait rien demandé. Il avait simplement agi. Ce geste, simple, concret, valait plus que toutes les promesses ou les grands élans de générosité qu'elle avait connus. Vincent, son fiancé d'avant, aurait appelé un concierge. Nathan, lui, construisait. 2 heures plus tard, il revint. Son visage était rougi par le froid, sa barbe poudrée de sueur. Il tenait dans ses bras un long plan incliné fait de contreplaqué brut et de 2 solides madriers. Ce n'était pas beau, c'était lourd, rugueux, mais fonctionnel. Sans un mot, il le plaça devant les 3 marches. Le bois s'emboîta parfaitement, formant une rampe solide. Nathan recula d'un pas, s'essuya les mains sur son jean. « Ça tiendra », dit-il simplement d'une voix basse et grave. Emma voulut parler, mais sa gorge était nouée. « Nathan. C'est. » Le porche est dégagé, coupa-t-il. Il s'approcha du fauteuil brisé. La roue tordue grinça quand il la redressa d'un effort sec, ses doigts nus serrant le métal jusqu'à le remodeler. La roue boitait, mais elle tournait. Il plaça le fauteuil devant elle. « On y va, Sapki. » Le transfert fut maladroit. Ses mains la soulevèrent pourtant avec une force tranquille, sûre. En un instant, elle fut dans le fauteuil, et il la poussa doucement vers la rampe. Le bois gémit sous leur poids, mais tint bon. Lorsqu'ils franchirent la porte, l'air vif la frappa comme une gifle. C'était un froid vivant, tranchant, saturé d'odeurs de pain et de terre gelée. Devant elle, le monde n'était plus qu'une mer blanche sculptée par le vent, un paysage d'une beauté farouche. Nathan resta à côté d'elle, silencieux. Echo, le chien, s'assit à ses pieds, son souffle formant de petites nuées. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura Emma. « Je devais faire quelque chose. Rester sans rien faire, c'est jamais bon. Personne n'a jamais fait ça pour moi. » Il tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux gris étaient clairs, apaisés. « Faire quoi? Construire une rampe? Ce n'est que du bois. C'est pratique. » C'était de la gentillesse, dit-elle doucement. Il fronça les sourcils, mal à l'aise. Puis il s'appuya sur la rambarde. La tempête se calme. D'ici quelques jours, on pourra sortir. Le vent s'était apaisé, devenant un murmure. On n'entendait plus que le goutte-à-goutte discret de la neige fondant sur le toit. « Pourquoi tu vis ici, tout seul ?» demanda Emma après un long silence. Nathan mit un moment à répondre. Un jet bleu se posa sur une branche enneigée, et il le suivit du regard. « Je ne suis pas seul, » dit-il en désignant Echo. « Tu sais ce que je veux dire. » Il soupira, un son lourd de fatigue et de souvenirs. « Je vis ici parce que c'est le seul endroit qui a du sens. Là-bas, le monde est trop bruyant, trop rapide. Les gens n'écoutent plus. » Il marqua une pause. Ma femme, Kate, aimait cette montagne. Elle était géologue. Elle comprenait les choses silencieuses, les pierres, le temps. On a construit cette cabane ensemble, après ma dernière mission. C'était censé être notre forteresse, notre refuge. Sa voix se brisa légèrement. Elle est partie en 2021. Depuis, le silence n'est plus le même, mais c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Il posa la main sur la poutre brute du porche. Je ne me cache pas ici, Miss Collins. J'essaie juste de tenir. Ce bois, ce toit, c'est tout ce qu'il me reste. Emma regarda la rampe, ce morceau de bois qui désormais reliait 2 mondes, le sien et le sien. Ce n'était pas qu'une planche. C'était une réponse. Kate devait être quelqu'un de très spécial, murmura-t-elle. Elle l'était. Et pratique. Elle aurait construit cette rampe 2 fois plus vite. Un mince sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle lui voyait. Son visage, habituellement fermé, s'illumina d'une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. En cet instant, elle vit l'homme qu'il avait été avant la douleur. Et son mensonge, ce mensonge absurde et inutile, lui brûla la conscience comme une faute sacrée. Cette nuit-là, la tempête revint une dernière fois, plus furieuse encore. Le vent hurlait, les volets tremblaient. Nathan avait tout verrouillé. Les couchages restèrent les mêmes, lui sur son lit de camp, près de la porte, elle sur le canapé. Mais quelque chose avait changé. Echo, le chien,
n'était plus sur son tapis près du feu. Il s'était couché au pied du canapé, une ombre grise et protectrice, veillant sur la femme qui, depuis 3 jours, ne lui avait offert que de la douceur. Pour Nathan, le sommeil n'était jamais un refuge. C'était une vigilance ininterrompue, une habitude née de trop d'années en service. Il ne dormait pas, il attendait. Ce fut bien après minuit, entre 2 rafales, qu'un son le tira de sa demi-sommeil, un bruit léger, régulier. Pas le vent. Pas la maison. Un frottement. Puis un clic discret, le tintement d'un verre posé sur le comptoir de la cuisine. En une seconde, son corps entier fut en alerte. Il se redressa, les muscles tendus. Du bout des doigts, il chercha dans le noir, non pas son fusil, mais sa lampe en métal. Il se leva sans un bruit, pieds nus sur le plancher glacé. Il passa près du canapé, les couvertures formaient une masse informe. Mais le canapé était vide. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Il alluma la lampe. Le faisceau blanc éventra l'obscurité. La cuisine apparut, vide. Sur le comptoir, un verre d'eau. Exactement comme il l'avait entendu. Il pivota lentement vers la fenêtre principale, celle qui donnait sur le ravin enneigé, et là, la lumière la trouva. Emma se tenait debout. Non pas vacillante, ni appuyée sur quoi que ce soit. Debout, droite, calme. Elle portait une chemise et un pantalon de coton et les vêtements de Kate. Une main posée sur le cadre de la fenêtre, l'autre levée, elle étirait son épaule, chassant la raideur d'un geste tranquille. Une image d'une banalité absolue, presque intime. Le faisceau resta figé sur elle. L'air quitta les poumons de Nathan. La rampe. Le bois, la scie, le froid, la douleur dans ses mains. Le souvenir du métal plié, des mots échangés sur le porche. Et maintenant, cette vision. Le choc fut si violent qu'il en eut le vertige. Tout s'effondra d'un coup, la confiance, la compassion, la vulnérabilité qu'il avait laissé filtrer. Il avait parlé de Kate. Il avait ouvert une brèche dans le mur qu'il avait bâti autour de sa douleur et elle, cette inconnue, s'y était glissée avec son mensonge. Il resta immobile, le bras tendu, le faisceau tremblant. Le soldat aguerri, prêt à toute menace, se trouvait désemparé face à cette trahison nue. Dans le cercle de lumière, Emma ne bougea pas. Elle ne savait pas encore qu'elle était découverte. Elle savourait la sensation de tenir debout, enfin. De sentir le sang circuler dans ses jambes. D'exister à nouveau. Quand la lumière la frappa dans le dos, elle sursauta. Puis se retourna lentement, la main sur la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Nathan. Pas de réponse. Le silence devint abyssal. On n'entendait plus que le vent dehors, et le tremblement léger de la lampe dans sa main. 2 êtres figés, pris dans le faisceau d'une vérité éclatante. Alors, un autre son troubla l'air, un ouaf étouffé. Echo, qui dormait au pied du canapé, se redressa, confus. Il bâilla, s'étira, puis regarda tour à tour Nathan et Emma. Dans son esprit simple et loyal, il reconnut de présence l'homme qu'il suivait partout et la femme qu'il avait appris à aimer. Et entre eux, dans la blancheur du faisceau, la vérité venait de tomber comme une hache. L'éveil du mensonge. Ce n'était ni une trahison, ni un mensonge, pensa-t-elle un instant, c'était une révélation, un brusque éclat de vérité que personne n'attendait. Pour Echo, le grand berger gris, ce n'était qu'un jeu. La femme silencieuse, celle qui restait immobile des journées entières, celle dont les mains donnaient les meilleures caresses, venait de se lever. Elle se tenait debout, comme Nathan. Alors, dans le cœur du chien, quelque chose se mit à vibrer. Un grondement joyeux monta de sa poitrine, sa queue touffue s'agita, d'abord d'un mouvement hésitant, puis d'un battement franc et régulier. Emma, elle, fixait Nathan. Ses yeux cherchaient encore dans son regard une étincelle de compréhension, une lueur d'humanité. Nathan, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Mais son visage n'était qu'un masque de glace. Ses traits, d'ordinaire durs mais humains, s'étaient pétrifiés en une expression de colère froide. Il ne répondit pas. Le silence, plus tranchant qu'un cri, fut sa seule réponse. Echo, entendant la tension dans la voix d'Emma, crut qu'il s'agissait d'un signal de jeu. Sa queue s'emballa, fouettant le canapé dans un thump, thump, thump sonore. Il trotta vers elle, les griffes claquant sur le plancher, et posa sa tête contre sa jambe. Il leva les yeux vers elle, haletant joyeusement, puis vers Nathan, comme pour dire « Regarde. Elle est debout.
Elle va mieux. Et alors, il aboya. Un aboiement clair, lumineux, innocent, un cri de pure joie animale qui éclata dans la pièce comme une gifle au visage du silence. Ce son, ce simple aboiement, fut obscène. Car dans ce bruit de bonheur s'entendait tout ce que Nathan venait de perdre, la confiance, la vérité, la paix fragile qu'il avait cru reconstruire. Son chien, son compagnon, l'unique être vivant à qui il pouvait encore croire, son Echo célébrait à présent le mensonge. Echo, non, murmura Emma, les mains tremblantes. Elle tenta de repousser la tête du chien, mais il crut qu'elle jouait. Il esquiva sa main et aboya de nouveau, plus fort, comme pour l'inviter. Nathan, debout dans l'ombre, observait la scène. Son chien fêtait la femme qui venait d'écraser le peu de foi qui lui restait. Emma, livide, n'osait plus bouger. Sans un mot, Nathan abaissa lentement la lampe qu'il tenait. Le faisceau descendit du visage d'Emma jusqu'au plancher. Un clic sec retentit. La lumière s'éteignit. La cabane retomba dans une obscurité totale, à peine percée par la lueur rougeâtre des braises mourantes. Seul persistait le vent qui sifflait aux fenêtres, et le souffle confus, haletant, du chien qui venait d'éclairer la vérité. L'aube arriva sans couleur, sans soleil. Ce ne fut pas un lever du jour, mais une lente mutation de l'obscurité, du noir vif de la nuit à un gris sale et figé. Le blizzard s'était tu, laissant derrière lui un silence d'après-tempête, un silence qui hurlait la trahison. Nathan était debout depuis des heures. Il se mouvait avec la précision mécanique d'un homme vidé de tout élan intérieur. Le vétéran fragile qui, la veille encore, avait confié un fragment de son passé, n'existait plus. À sa place, il ne restait qu'une machine humaine froide, méthodique, sans un mot de trop. Il alluma le feu. Prépara du café. Une seule tasse. Remplit la gamelle du chien. Et rien d'autre. Emma, assise au bord du canapé, les pieds nus bien ancrés au sol, ne tenta plus de dissimuler sa honte. Le mensonge était mort. Elle portait les vêtements qu'il lui avait donnés, ceux de Kate, la femme qu'il avait aimée, et qu'il avait perdue. Ses habits étaient une brûlure sur sa peau. Echo, lui, tournait en rond, incapable de comprendre. Il gémissait faiblement, allant de Nathan à Emma, cherchant le lien invisible qui unissait autrefois ces deux êtres. Il posa sa tête sur les genoux d'Emma, mais cette fois, il n'y trouva pas de caresse. L'air entre eux trois était lourd, saturé d'une tristesse presque palpable. Nathan, tenta-t-elle d'une voix rauque. Ne dis rien. Le ton de Nathan était plat, sans colère, sans pitié. C'était la voix d'une porte qui se ferme à jamais. Il enfila ses lourdes bottes, attrapa une pelle, et sortit. Emma le suivit du regard à travers la fenêtre. Dehors, il commença à creuser, non pas un simple chemin dans la neige, mais comme un exutoire à sa rage contenue. Puis, son dos se raidit. Il s'arrêta devant la rampe qu'il avait construite pour elle, ce symbole de soin, de confiance, d'espoir. D'un coup de botte, il la fit basculer. Le bois heurta les marches dans un bruit sourd. Il la souleva, la porta plus loin, et la jeta dans une congère. Un débris inutile. Un monument de son erreur. Emma ferma les yeux, submergée par une vague de honte et de dégoût d'elle-même. C'est alors qu'un nouveau son déchira le silence. Ce n'était ni le vent, ni la forêt. C'était un grondement profond, régulier, mécanique, un tonnerre artificiel qui faisait vibrer la vaisselle dans les placards. Nathan se figea, la pelle à la main. Il leva les yeux. Le ciel gris vibrait. Echo se plaça à ses côtés, aboyant furieusement, mais vers le ciel. Un hurlement de défi. Emma se précipita à la fenêtre. Son cœur se serra non de peur, mais de certitude. Elle connaissait ce bruit. Une machine noire fendit les nuages bas, un hélicoptère Bell 429, luisant, parfait, inhumain. Il fit un cercle au-dessus de la cabane, tel un prédateur évaluant sa proie. Son projecteur balaya la neige d'un faisceau stérile, puis il descendit, soulevant un cyclone blanc. Il atterrit dans la clairière que Nathan utilisait comme cour, ses pales ralentissant jusqu'à un sifflement. Nathan ne bougea pas. Le visage fermé, la pelle toujours en main, il faisait face à l'intrusion. La porte latérale de l'hélicoptère s'ouvrit. Un homme en combinaison sombre en descendit, Cole Ramirez, le pilote. Il se posta droit, comme un soldat, impassible derrière ses lunettes miroirs. Puis, le passager apparut. Vincent Hale. L'opposé absolu de Nathan.
Là où le premier portait sur lui la fatigue des tempêtes et des batailles, l'autre exsudait le luxe et le contrôle. Il portait un manteau de cachemire bleu nuit, sans la moindre tache, un col relevé sur une chemise impeccable. Ses souliers de cuir brillaient malgré la neige. Ses cheveux noirs, parfaitement peignés, semblaient défier le vent. Il jeta un regard à la cabane, une ombre de dégoût traversant ses traits. Puis ses yeux glissèrent sur Nathan, qu'il considéra comme un meuble grossier. Enfin, il aperçut Emma, qui, par réflexe, venait de sortir sur le porche, pieds nus sur le bois gelé. « Eh bien, dit Vincent d'une voix lisse, pleine de morgue. La princesse endormie s'éveille, et, miracle, elle tient debout. » Vincent, souffla T.L., tremblante. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il eut un petit rire indulgent. « Allons, ma chère. Tu croyais vraiment que le téléphone satellite que je t'ai offert n'était que pour les urgences ?» Il tapa du doigt contre sa tempe. « Le GPS, voyons. Première chose que mon équipe de sécurité y a installée. Je t'avoue, je suis un peu déçu. Je pensais que ce petit jeu durerait plus longtemps. » Puis son regard se tourna vers Nathan. Il le détailla de haut en bas, les bottes usées, la chemise à carreaux, la barbe grise. « Alors c'est lui, ton couleur locale ?» murmura-t-il avec mépris. « Le noble sauvage qui t'a tenu au chaud ? Tu lui as dit ton vrai nom, ou bien tu jouais à Jane au Far West ?» Nathan resta muet. Sa main se crispa sur le manche de la pelle. « La farce est terminée, Emma, » déclara Vincent d'un ton tranchant. Le charme s'était effacé, ne restait plus que la froideur d'un homme d'affaires pressé. « Cole nous attend. Nous partons. Le gala Anderson est vendredi et tu m'as suffisamment ridiculisé. Prends tes affaires. » Il monta sur le porche, sûr de lui, comme un homme habitué à ce qu'on lui obéisse. Il tendit la main pour la saisir, exaspéré, comme on agrippe un animal rétif. « Emma. » Ça suffit. Mais il ne la toucha jamais. Un grondement monta du sol, si grave qu'il semblait sortir de la terre elle-même. Echo, qui n'avait pas bougé jusque-là, se tenait désormais entre Vincent et Emma. Le poil hérissé, la gueule entr'ouverte, il montra les dents dans un avertissement guttural. Ce n'était plus un chien confus, mais un garde prêt à défendre. Vincent recula d'un pas. La peur, pure et nue, perça un instant sous son vernis de supériorité. « Nathan. » beugla T.Il., appelant l'homme du regard. « Rappelle ton animal. » Nathan ne répondit pas. Il se contenta de le regarder. Vincent pivota vers Emma, la colère déformant son visage. « Monte dans cet hélicoptère, ou je. » Le claquement sec d'un croc claqua dans l'air. Echo avait avancé d'un pas. Le message était clair, un pas de plus, et le sang coulerait. Quelque chose se brisa alors en Emma. Elle regarda Vincent, cet homme qui venait de l'avouer, il l'avait traqué, contrôlé, possédé. Elle regarda Nathan, l'homme qu'elle avait blessé, mais qui, malgré tout, se tenait entre elle et le danger, silencieux, solide. Puis elle regarda Echo, ce chien qu'elle avait trompé, mais qui, dans son innocence, continuait à la protéger. Elle comprit enfin. Tout ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, la loyauté, la vérité, la bonté, se trouvait ici, dans cette cabane glacée, dans le silence d'un soldat blessé et la fidélité d'un chien. « Non, dit-elle. » Vincent se figea. « Que as-tu dit ?» Emma redressa les épaules. Ses pieds nus brûlaient sur le bois gelé, mais elle ne sentit rien. « J'ai dit non, Vincent. » Sa voix claqua dans l'air comme un fouet. Claire, tranchante, libérée. Le vacarme des pales reprit, s'éloignant peu à peu. L'hélicoptère s'éleva, diminua, puis disparut derrière la montagne. Le silence revint, un silence plus lourd que la neige, plus dur que la glace. Sur le porche, personne ne bougea. Emma tremblait, mais son regard resta fixé sur Nathan. Il ne leva pas les yeux. Sans un mot, il contourna la femme, descendit les marches, reprit sa pelle. Et se remit à creuser. Le son régulier du métal mordant la neige scrap, hiss, trop fut le seul bruit qui subsista, battement monotone d'un cœur gelé dans l'immensité blanche. La cabane du silence. Il avait bâti autour de lui un mur de silence. Emma sentit sa respiration se briser, sa gorge se serrer. Ses jambes la trahirent, elle ne sentit plus ses pieds. Elle recula, chancela, puis s'effondra sur le banc de bois près de la porte. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut les entrelacer pour tenter de les calmer.
La cabane n'était plus la même. Le refuge chaleureux où elle s'était crue à l'abri avait soudain pris des allures de cellule glaciale. Echo entra à sa suite, ses griffes claquant nerveusement sur le plancher. Le chien s'approcha, cherchant son regard, lui frôlant la main d'un museau inquiet. Mais elle ne réagit pas. Alors il s'éloigna et s'allongea au centre de la pièce, la tête posée sur ses pattes, les yeux sombres fixés sur la porte. Il attendait que son maître redonne un sens à ce monde qui, pour lui aussi, venait de basculer. 10 longues minutes s'écoulèrent avant que Nathan ne revienne. Il ne claqua pas la porte, il la referma doucement, dans un clic si calme qu'il en était terrifiant. Sans un regard pour elle, il passa devant, traversa le salon, le feu, le canapé comme si elle n'existait plus. Dans la cuisine, il ouvrit le robinet, le bruit de l'eau frappant l'évier de fonte résonnait comme une gifle dans le silence. Il se lava les mains, les frottant avec une rage froide, méthodique. « Nathan » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il coupa l'eau. Le silence retomba, lourd, absolu. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu. » Il se retourna lentement. Son visage n'était plus qu'un masque. L'homme qu'elle avait entrevu la veille sur le porche, celui qui parlait de Kate avec une tendresse meurtrie, avait disparu. Devant elle, se dressait à nouveau le soldat, l'homme de pierre, le Cubine. Ses yeux gris étaient plats, vides, sans éclat. « Désolé » répéta-t-il d'une voix basse, presque un murmure. Désolé d'avoir menti, ou d'avoir été découverte. Non. Ce n'était pas comme ça. J'essayais juste de fuir. Lui, l'argent, tout ce monde. C'est une cage. Je voulais seulement savoir si. Je me fiche de ton argent. Il avait parlé si doucement que c'en était plus brutal qu'un cri. Il passa devant elle et s'arrêta au centre de la pièce. Son regard tomba sur la rampe de bois qu'il avait jetée dehors dans la neige. Sa mâchoire se contracta. Je me fiche de ta richesse, répéta-t-il d'une voix dangereusement basse. Ce qui compte, c'est que tu as menti. Il se tourna vers elle. Je t'ai laissé entrer ici. Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Elle a été bâtie sur une seule chose, la vérité. C'était le dernier endroit où elle existait encore. Il n'était pas en colère, c'était pire. Il disséquait la douleur, précis, glacial, chirurgical. Elle était l'infection qu'il s'appliquait à extraire. J'ai construit une rampe pour toi, dit-il, la voix plate, énonçant un simple fait. Mes mains me faisaient mal à force de froid. J'ai gaspillé du bois pour toi. Nathan, s'il te plaît. Il poursuivit, sans même l'entendre. Je t'ai parlé sur le porche. J'ai prononcé son nom. Kate. Son visage tressaillit, la douleur passa comme une ombre. Je n'avais plus dit son nom à personne depuis l'enterrement. 4 ans. Emma pleurait à présent, silencieusement, ses larmes tombant sur ses genoux. Ce n'était pas une plaisanterie, balbutia-t-elle. J'étais désespéré. Mais il ne l'écoutait plus. Et lui ? Gronda Nathan. Il désigna le chien. Echo, sentant la tension, s'était relevé, les oreilles basses. Il t'a fait confiance. Hurla Nathan, la voix soudain éraillée de colère. Il a posé sa tête sur tes genoux. Il t'a choisi. Sa confiance, c'est la seule chose propre, honnête, que j'ai eue depuis sa mort. Il fit un pas vers elle. Son regard la clouait sur place. Cette confiance était réelle. Et toi, tu l'as piétinée. Tu l'as utilisée. Il baissa les yeux vers le chien, sa voix se brisa, puis se raffermit, tranchante. Il a aboyé. Il croyait que c'était un jeu. Il a remué la queue devant ton mensonge. Tu as fait de mon chien, de mon Echo, une farce. C'était là le cœur de la trahison. Pas la maison. Pas le bois. Pas même la mémoire de Kate. Le vrai crime, c'était d'avoir souillé la pureté du seul être qui lui restait. J'ai perdu Kate, dit-il, sa voix redevenue un gouffre de glace. Cette cabane, ce silence, c'était tout ce que j'avais encore. La confiance, c'était le dernier don que je pouvais faire. Et toi, tu en as fait un jeu. Voyons si le montagnard et son chien sont assez idiots pour y croire. Il secoua la tête, un petit mouvement de dégoût. Félicitations. Tu avais raison. Nous l'étions. Il lui tourna le dos. Le verdict venait de tomber.
Il prit une bûche et la posa dans le feu. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu veux que je parte ?»« Je peux appeler Vincent. » Nathan ne répondit pas. Il s'accroupit devant l'âtre, ouvrit la grille de fer. Les ratisa les braises qui s'embrasèrent en rouge. « Je ne veux rien de toi, dit-il enfin, la voix lointaine. L'hélico est parti. Les routes sont encore bloquées. Tu restes ici. Mais reste de ton côté, et ne parle pas aux chiens. » Il déposa la bûche dans les flammes. Ce n'était ni un pardon, ni même une trêve. C'était une sentence. La rejeter aurait été trop simple. Il choisissait de l'effacer. Il se releva, épousseta ses mains, s'installa sur son lit de camp et ouvrit le livre qu'il lisait avant tout ça. La glace était totale. Ne plus la voir, ne plus même la haïr, c'était la punition la plus cruelle qu'il pouvait lui infliger. Emma s'effondra sur le canapé. Elle n'était plus qu'un spectre, enfermé dans une maison avec un homme qui refusait de la voir. Echo, déchiré entre deux, ne savait plus à qui appartenir. Il regarda Nathan, son maître cachait son visage derrière un livre. Puis Emma, son regard noyé de honte. Il revint s'allonger sur son tapis, la tête sur ses pattes. Le pont de confiance était brisé. Emma Collins s'assit dans ce silence épais et étouffant. Elle comprit enfin. Elle avait détruit la seule chose qu'aucun argent ne pouvait acheter, que nulle excuse ne pouvait réparer. Elle avait brisé la confiance. La nuit fut longue. Elle ne dormit pas enveloppée dans une couverture de laine, elle écoutait la cabane gémir autour d'elle, le craquement du bois, le chuintement du vent, chaque bruit amplifiant le poids du silence de Nathan. Il n'avait pas bougé de sa couchette. Elle savait qu'il ne dormait pas. Elle sentait sa vigilance, muette et glaciale, dressée comme un mur d'exil entre eux. Même Echo semblait comprendre. Il ne dormait pas non plus, veillant d'un œil, soupirant parfois d'un petit gémissement plaintif, regardant tour à tour l'un et l'autre, suppliant sans mots qu'il referme ce gouffre. Mais aucun des deux ne parla. L'aube finit par filtrer à travers les rideaux, le monde dehors se teintait de violet et de rose pâle, comme une blessure mal fermée. Emma savait ce qu'elle devait faire. Rester serait une torture prolongée pour elle, pour lui, pour ce lieu hanté. Elle avait encore le téléphone satellite que Vincent lui avait confié, son dernier lien avec l'ancien monde. Jusqu'ici, elle n'avait pas eu la force de s'en servir. Maintenant, c'était sa seule issue. Elle attendit. Elle entendit Nathan se lever, enfiler sa veste, ses bottes. Puis le bruit familier du loquet, le grincement du plancher, le crissement régulier de ses pas sur la neige durcie. Il s'éloignait. Vers la forêt. Comme toujours lorsqu'il voulait fuir le monde. Et aujourd'hui, elle était ce monde. Quand le silence revint, total, elle bougea enfin. Echo la regarda, oreille baissée. Elle glissa la main sous le coussin du canapé et en sortit le téléphone noir, lisse, froid. Dans ce décor de bois brut et de laine rêche, il paraissait irréel. L'écran s'alluma, jetant une lumière bleue sur ses doigts tremblants. Le signal passait. Elle ouvrit ses contacts. Le numéro, elle le connaissait par cœur. Simon Clark, son chauffeur et chef de sécurité. Un ancien des forces spéciales, méthodique, silencieux, qui exécutait chaque ordre avec une précision militaire. Elle tapa. Simon. Position transmise. Extraction immédiate. Hélicoptère ou véhicule, le plus rapide. Discrétion absolue. Ne pas prévenir Vincent Hale. Elle envoya le message. Le bip de confirmation s'afficha. Il faudrait des heures. Peut-être toute la journée. Le temps que Simon atteigne Lander, le temps que les routes soient praticables. Du temps pour écrire. Du temps pour dire ce qu'elle ne pouvait plus dire à voix haute. Sur la table, elle trouva un vieux papier et une liste de courses griffonnées et un stylo presque sec. Elle commença à écrire. Pas une excuse. Il n'en voudrait pas. Pas une justification. Elle savait qu'il s'en moquerait. Elle écrivit une confession. Elle parla du vide, de cette absence qui la rongeait derrière le vernis de richesse. Du monde des apparences où tout avait un prix, même l'amour. De Vincent, dont chaque geste n'était qu'un calcul. De la solitude absolue qui l'avait poussée à mentir, à fuir, à tester la bonté d'un inconnu. Elle parla de Nathan. De la simplicité de sa vie, de la noblesse de son silence, de la façon dont il maniait ses outils comme s'il réparait le monde.
De Kate, qu'elle n'avait jamais connue, mais dont la présence flottait encore entre ses murs. De la douleur qu'il avait osé partager, une seule fois, sur ce porche balayé par la neige. Puis elle parla d'Echo. Du chien gris et de ses yeux pleins de sagesse. De sa méfiance d'abord, puis de sa confiance entière. De ce moment où il avait posé la tête sur ses genoux, un geste d'une pureté bouleversante. De son aboiement joyeux quand elle s'était levée, ce cri d'innocence qui avait brisé le cœur de son maître. Il m'a appris ce que veut dire la vraie confiance, écrivit-elle. Il a vu ma douleur, pas ma fortune. Il a vu la femme brisée, pas l'héritière paralysée. Et je l'ai trahi. En le trahissant, je t'ai trahi, toi aussi. Ses larmes brouillaient l'encre. Elle termina la lettre, la plia soigneusement, et la posa sur la table de la cuisine. Elle la lesta d'un petit galet lisse trouvé sur le rebord de la fenêtre. Le même type de pierre qu'on ramasse pour se souvenir d'un lieu, ou d'un pardon qu'on espère un jour mériter. Emma resta un long moment immobile, le regard perdu dans le vide, jusqu'à ce qu'un souvenir s'impose à elle, le vieux catalogue de Nathan, couvert de boue séchée, oublié sur une étagère. C'était un épais livret d'un magasin de fournitures de plein air. Elle se rappela avoir vu un jour Echo, le berger allemand, fixé sur une page en particulier, celle des jouets pour chiens. Parmi eux, un seul semblait l'avoir captivé, une balle rouge, d'un rouge éclatant, presque indestructible, conçue pour les mâchoires puissantes. Il l'avait regardée avec une expression rare chez lui, un désir pur, simple, dénué de toute retenue. Dans ses yeux sombres et calmes, ce bref éclat d'avidité enfantine l'avait attendrie. À l'époque, elle n'y avait prêté qu'une attention distraite. Mais maintenant, cela devenait une mission. Elle reprit son téléphone, ses doigts tremblants. Un message discret, rapide, envoyé à Simon. Procure une balle rouge indestructible, grand modèle, meilleure qualité possible pour berger allemand. Livré avec le véhicule de récupération. Un détail dérisoire, insignifiant, presque ridicule vu les circonstances. Pourtant, pour elle, c'était plus qu'un objet, un pardon silencieux adressé à la seule créature qui lui avait offert une affection sans condition. Un petit morceau tangible de sa gratitude et de son remords mêlés. Elle leva les yeux vers Echo. Le chien la fixait, attentif, patient, comme s'il savait déjà. « Je suis désolé, mon grand, murmura-t-elle d'une voix brisée. Echo émit un gémissement doux, un son de tristesse partagée. Emma se laissa retomber sur le canapé, le corps vidé, l'esprit engourdi. Elle attendit. Elle attendit Simon. Elle attendit la fin, la vraie, la définitive de ce chapitre étrange, douloureux, mais d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle attendit le moment où elle quitterait cette cabane, cet homme, et ce chien qu'elle avait blessé. 3 semaines plus tard, le monde avait retrouvé son silence. Les routes étaient dégagées, le ciel d'un bleu tranchant, et la neige, figée en une croûte étincelante, recouvrait la terre. Nathan, Scott et Echo étaient de nouveau seuls. Mais le silence, désormais, n'avait plus rien de paisible. Il sonnait creux. Quand Nathan était revenu des bois, la cabane était vide. Le feu mourait. Sur la table de la cuisine, il avait trouvé une lettre. Il l'avait lue une fois, puis repliée avec soin, avant de la glisser dans la petite boîte métallique où il conservait les lettres de Kate. Il n'y avait pas touché depuis. Près de la cheminée, sur le tapis, reposait un objet incongru, une balle rouge. Brillante, presque criarde, d'un rouge artificiel qui jurait avec le bois rustique et la pierre. Elle était grande, lourde, manifestement indestructible. Nathan l'avait observée longtemps, la mâchoire serrée. Un jouet. Un symbole. Une provocation. Echo, lui, s'en était approché. Il avait reniflé, puis donné un petit coup de museau. La balle avait roulé. Ses oreilles, tombantes depuis des jours, s'étaient soudain redressées. Il avait bondi. Pendant 3 semaines, cette balle rouge était devenue le 3e occupant de la cabane. Chaque matin, Echo la cherchait avant toute chose. Chaque soir, il la déposait, pleine de bave, dans la main de son maître avant de s'endormir. Le bruit sourd de la balle rebondissant sur le plancher, les petits coups étouffés lorsqu'il l'attrapait, rythmaient la maison. Nathan détestait ce son. Il le haïssait parce qu'il rappelait. Parce que c'était un cadeau. Parce que, au fond, Echo l'avait accepté. Ce chien, son compagnon de solitude, son témoin de douleur, redevenait un simple animal joyeux, trouvant du bonheur dans un objet offert par celle qui avait détruit leur paix.
Chaque fois qu'Echo déposait la balle à ses pieds, la queue frétillante, les yeux brillants, Nathan ressentait une brûlure nouvelle. Il refusait de la ramasser. Il se détournait, espérant que le chien renonce. Mais Echo ne renonçait jamais. Il attendait. Il insistait doucement, posant la balle contre sa main, question muette, et maintenant. Ce jour-là, c'était le jour des provisions, le premier depuis son départ. Le trajet jusqu'à Pindale se fit dans un silence pesant. Echo, d'ordinaire assis à côté de lui, la tête haute, s'était roulé à l'arrière, la balle serrée entre ses pattes. La petite ville s'éveillait sous le soleil froid. Nathan gara le camion, rabattit son col et entra dans le bureau de poste. Comme chaque mois, il ouvrit sa boîte. À l'intérieur, des publicités, un nouveau catalogue de fournitures, et une enveloppe plus épaisse, au papier crème. L'entête du Wyoming Regional Bank. Un frisson de crainte lui parcourut le dos. Il savait. Il savait avant même d'ouvrir. Toujours en retard. Toujours au bord du gouffre. Depuis les factures médicales de Kate, il survivait en déplaçant des dettes comme des pions. Il connaissait le contenu avant même d'en lire les mots, une menace. Un compte à rebours. Il fourra le courrier dans sa poche et fit ses courses machinalement, un café, farine, croquettes. De retour dans la cabane, il posa les sacs sur le comptoir, ralluma le feu, et s'assit à la table. L'enveloppe l'attendait. Il la déchira. Une feuille unique, épaisse, au texte administratif serré. Nous avons le plaisir de vous informer que le prêt hypothécaire sur la propriété 14 Delta Sierra est désormais soldé. Solde actuel, 0. Il relut. Puis relut encore. Une erreur, forcément. Jusqu'à ce qu'il voie le nom, en bas de la page. Isabelle Grant, vice-présidente, service des prêts. Payeur enregistré, Collins Group Holdings. Le sang quitta son visage. Puis revint d'un seul coup, brûlant, violent. Il se leva d'un bond. Le mot « payer » claquait comme une gifle. Il frappa la table du poing, la tasse de café sauta. Non. Un grondement, rauque, animal. Elle l'avait acheté. Elle avait acheté son silence, sa souffrance, sa fierté. Elle avait mis un prix sur son âme. Comme un dernier geste de puissance, elle avait effacé sa dette, un acte déguisé en bonté. Une humiliation. Une aumône dorée. Toute sa vie, Nathan avait vécu selon une règle simple, on se tient debout seul. On ne prend que ce qu'on mérite. Son honneur était sa dernière armure. Et elle venait de la lui arracher. Il fit les 100 pas dans la cabane, les poings fermés, le souffle court. Il voulait briser quelque chose, hurler, tout brûler. Son regard tomba sur la photo de Kate, au-dessus de la cheminée. Ses yeux rieurs semblaient le juger. Je perds pied, Kate. Je perds ta maison. Cette pensée le stoppa net. Ce n'était pas une peur vague. C'était une réalité. Il alla jusqu'à l'armoire métallique, ouvrit le tiroir du bas, et en sortit la chemise marquée « Maison ». Les lettres s'en échappèrent en une pluie de papier rouge et blanc, retard, avertissement, sommation. Les chiffres le fixaient comme des accusateurs. Le prêt initial, monstrueux. Les intérêts. Le paiement ballon imminent, impossible. Les lettres qu'il n'avait pas répondues, signées de la même Isabelle Grant. La vérité s'imposa, il n'était pas en train de perdre la maison. Il l'avait déjà perdue depuis longtemps. Seule sa fierté l'empêchait de le voir. Il s'assit, vidé. La colère s'effaça, laissant place à un vide douloureux. Il reprit la lettre du banquier. Payée en intégralité. Et il pensa à la lettre d'Emma, celle qu'il avait enfermée avec celle de Kate. Tu m'as appris ce que signifie la confiance véritable. Et je t'ai trahi. Non, elle ne l'avait pas achetée. Elle l'avait libérée. Elle, prisonnière de sa richesse, avait vu la prison qu'il s'était construite, la dette, le chagrin, l'orgueil. Elle avait utilisé la seule arme qu'elle possédait, l'argent, non pour l'écraser, mais pour briser ses chaînes. Elle n'avait pas payé pour son silence. Elle avait payé pour sa survie. Pour sauver ce qui restait de Kate. Ce n'était pas un acte de domination. C'était un acte de grâce. La compréhension s'installa lentement, lourde, profonde. Ce n'était ni du pardon, ni de la gratitude. C'était simplement un fait. Aussi concret que la rampe qu'il avait construite pour elle. Un bruit humide interrompit ses pensées.
Il baissa les yeux. Echo s'était approché. Le chien posa délicatement la balle rouge sur sa botte. Nathan resta figé, les yeux fixés sur le jouet éclatant. Il tendit la main, hésitant, puis la prit. Elle était lourde, solide. Echo la regardait, la queue battant doucement, un espoir dans le regard. Nathan leva les yeux vers la lettre, puis vers son chien. Oui. Elle l'avait libéré. Et il ne savait pas encore quoi faire de cette liberté. Mais pour la première fois depuis 3 semaines, il contempla la balle rouge sans haine. Il ne voyait plus une insulte. Il voyait un pont. Le printemps arriva sur les hautes plaines du Wyoming, non pas avec douceur, mais avec fracas. La neige se désagrégeait sous le soleil, l'eau ruisselait de partout, chaque goutte semblait sonner l'éveil du monde. Les branches des pins dégoulinaient, les rochers luisaient, la terre redevenait boueuse, vivante. Nathan Scott aussi, d'une certaine façon, revenait à la vie. Il n'aurait pas employé ce mot trop chargé, trop fragile, mais il fonctionnait, il respirait à nouveau. La lettre de la banque trônait encore sur la table, témoin silencieux d'un changement qu'il n'avait pas choisi. Sur la feuille, 2 mots, payés intégralement. 2 mots qu'il avait d'abord torturés, puis apaisés. Il regarda Echo, allongé près de la cheminée, la balle rouge entre ses pattes. Le chien leva les yeux, puis, lentement, roula la balle vers lui. Nathan la ramassa. La fit rebondir une fois. Le bruit résonna contre le plancher, simple, plein, presque joyeux. Echo bondit. Et, pour la première fois depuis longtemps, Nathan esquissa un sourire. La neige avait enfin fondu, laissant derrière elle des traces d'hiver sur la terre détrempée. Nathan se tenait dehors, le vent tiède du printemps caressant sa nuque, tandis qu'il enfonçait un nouveau pieu dans la clôture qu'il réparait. Le choc régulier du marteau contre le bois avait quelque chose d'apaisant, presque méditatif, chaque coup semblait frapper ses pensées trop lourdes, les enfonçant dans la terre humide. Il avait cru que la liberté lui apporterait la paix. Pourtant, à cet instant précis, elle ne lui inspirait qu'un étrange vide. La terre était à lui enfin, à lui seul. La terre de Kate. Leur terre. Et cette idée, au lieu de le réjouir, le laissait confus, presque coupable. À quelques mètres de là, Echo était couché dans l'herbe boueuse, la tête posée sur ses pattes, les yeux brillants. Le grand berger gris n'était plus ce fantôme endeuillé qui rôdait silencieusement dans la maison depuis la disparition de Kate. Quelque chose en lui avait changé, s'était ranimé. La raison de ce miracle tenait dans un simple objet, une balle rouge, brillante, presque indestructible. Emma la lui avait offerte avant de partir, un geste minuscule, mais qui avait rendu au chien un fragment de joie. Echo faisait rouler la balle entre ses pattes, la poussant du museau, émettant de petits gémissements impatients. « Pas maintenant, mon vieux », murmura Nathan en essuyant la sueur de son front. Le chien poussa un long soupir, un son à mi-chemin entre la résignation et la plainte d'un enfant frustré. Puis, incapable d'attendre davantage, il saisit la balle et la lança lui-même en l'air, la rattrapant maladroitement. C'est alors que tout changea. En un instant, le corps d'Echo se figea, son museau pointé vers la route principale, à près d'1 kilomètre de là. Ses oreilles, tout à l'heure encore détendues, se dressèrent comme des antennes. La balle glissa de sa gueule et tomba dans la boue. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Nathan, alerté, saisit son marteau. « Qu'est-ce qu'il y a, Echo ?» Il tendit l'oreille. Ce n'était pas le grondement familier de son vieux pick-up. Ni le bourdonnement lointain d'un hélicoptère. C'était un autre moteur, plus ancien, qui peinait à grimper la pente du chemin défoncé. Un visiteur. Nathan sentit une tension remonter le long de sa nuque. Non pas la colère brûlante qu'il avait connue face à Vincent, mais une lassitude, une vigilance glacée. Il resta immobile. Echo, lui, ne bougeait pas, les poils du cou hérissés. Au bout d'une minute, un vieux pick-up bleu apparut entre les arbres. La carrosserie était piquée de rouille, le pot d'échappement geignait. C'était un véhicule de travail, pas de luxe. La camionnette s'arrêta à une vingtaine de mètres du porche, son moteur toussant avant de s'éteindre dans un dernier râle. La portière grinça. Une botte lourde, couverte de boue, se posa sur le gravier. Puis elle sortit. Emma. Mais ce n'était pas celle qu'il avait connue. Ce n'était ni la femme terrorisée et brisée qu'il avait trouvée dans la cabane d'Aspen, ni la citadine élégante et fière qui avait affronté Vincent sur le perron. Cette Emma-là portait un simple jean délavé, un pull de laine gris, des bottes solides.
Ses cheveux blonds étaient noués en une queue de cheval négligée. Son visage, sans maquillage, portait la marque du vent et du voyage. Elle paraissait épuisée, nerveuse, mais aussi étrangement vraie. Elle referma doucement la portière, resta immobile, les mains dans ses poches comme pour montrer qu'elle ne venait ni armée ni en ennemi. Le cœur de Nathan, lui, était un bloc de pierre. Il s'avança lentement, le marteau toujours à la main. Echo trottait à son côté, silencieux, son ombre fidèle. À 3 mètres d'elle, Nathan s'arrêta. Emma leva les yeux. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle était simplement là, debout, vulnérable et déterminée. Le silence s'étira, seulement troublé par le goutte-à-goutte de la neige fondue sur le toit. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Nathan d'une voix rauque, râpée comme du gravier. Emma déglutit. « Je suis venu te dire que je ne peux pas accepter l'argent. » Nathan la coupa net, sa voix claquant comme une lame. « Je ne veux pas de ton argent. Je suis un marine. On ne prend pas la charité. » C'était son orgueil qui parlait, la dernière chose qui lui restait. Un bastion inutile mais vital. Emma ne broncha pas. « Je le sais, » répondit-elle calmement. « Mais cet argent, ce n'était pas pour toi. » Il fronça les sourcils. « Comment ça, pas pour moi ? » « C'était pour la banque, » dit-elle en avançant d'un pas. « Tu ne me dois rien. J'ai simplement effacé ce qu'ils te devaient, eux. Ils allaient te prendre cette terre. Celle de Kate. Ils allaient raser ton passé pour construire leur lotissement et leur route. J'ai juste arrêté ça. » Elle jeta un regard autour d'elle, la cabane, les montagnes, la vallée encore frangée de neige. « Cet endroit, » murmura-t-elle, « c'est ce que tu disais, le dernier endroit encore silencieux. Je ne pouvais pas les laisser te le voler. Pas laisser le monde d'où je viens avaler ce bout de paix. » Elle planta ses yeux dans les siens. « Tu ne me dois rien, Nathan. Le passé est réglé. Je ne suis pas revenu pour ça. »« Alors pourquoi » demanda-t-il, plus bas. Le masque d'Emma se fissura. Sa voix se fit presque un souffle. « Je suis revenu, pour voir Echo. » Le nom flotta entre eux comme une étincelle. Le chien, qui avait attendu jusque-là dans un calme tendu, tressaillit. En entendant son nom prononcé par cette voix, il émit un son à fendre l'âme, un mélange de surprise et de joie pure. « Echo » murmura-t-elle encore. C'en fut trop pour lui. Des semaines de confusion, de manque, d'attente éclatèrent d'un coup. Le grand berger bondit, traversant la cour boueuse comme une flèche grise. Emma tomba à genoux, bras ouverts, juste à temps pour le recevoir. Il se jeta contre elle, haletant, gémissant, sa tête enfoncée dans son cou. Il la couvrait de coups de langue, de plaintes, de gémissements rauques, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était bien réelle. « Salut, mon grand » sanglota-t-elle en l'enlaçant de toutes ses forces. Echo tremblait, son corps vibrant de bonheur, sa queue battant la boue dans un tourbillon de joie. Nathan, lui, ne bougeait pas. Il regardait la scène, le marteau encore dans sa main. Il sentit sa poigne se détendre. Le métal glissa lentement de ses doigts et tomba dans la terre humide avec un bruit mat. Echo, pris d'un élan de jeu, s'écarta, fit un cercle rapide dans la cour, puis s'arrêta net. Quelque chose lui revint en mémoire. Il trotta jusqu'à l'endroit où il avait laissé la balle rouge, la ramassa et revint vers Emma. Il la déposa dans son giron, la poussant du museau, les yeux brillants, presque suppliants. « Allez, lance-la. Tu es revenu. On rejoue. » Emma éclata d'un rire brisé, un son à la fois joyeux et douloureux. Elle serra la balle contre sa poitrine. Nathan sentit alors quelque chose se fissurer en lui. Ce chien, son compagnon de guerre, son seul lien au monde venait de lui montrer, sans un mot, ce que ni les sermons ni les batailles n'avaient su lui apprendre, la vraie force n'était pas dans la résistance, mais dans le pardon. Il regarda Emma, agenouillée dans la boue, le visage mouillé de larmes, serrant la balle couverte de terre et de bave comme un trésor. Et soudain, il comprit. Un souffle long, profond, s'échappa de sa poitrine. Le premier depuis 4 ans. C'était le son d'une guerre intérieure qui s'achevait. Le bruit d'un hiver qui, enfin, se brisait. Il fit un pas vers elle, puis un autre. Sa voix, quand il parla, n'était plus dure, seulement usée. « Va te mettre à l'abri. Tu vas attraper froid. » Puis il se détourna, marcha vers le porche sans vérifier si elle le suivait. Il n'en avait pas besoin.
Il entendit derrière lui le crissement léger de ses pas dans la boue, et, entre eux, le bruit joyeux des griffes d'écho trottinant d'un pas léger. Cette scène, silencieuse et pourtant plus éloquente que 1000 discours, nous rappelle une vérité essentielle, les conversations les plus sincères ne nécessitent pas toujours de mots. L'histoire de Nathan, d'Emma et d'Echo n'est pas celle d'une victoire éclatante, ni même d'un pardon proclamé. C'est celle d'un homme brisé qui réapprend à respirer, d'une femme qui choisit la réparation plutôt que la fuite, et d'un chien un messager d'une loyauté pure qui refuse de voir les fautes avant les cœurs. Echo n'a pas vu la trahison. Il a vu la peine. Et, dans sa sagesse instinctive, il a fait ce que les humains oublient souvent de faire, aimer, simplement, sans condition, sans calcul. Leur histoire nous enseigne que le vrai courage ne réside pas dans le fait de se battre, mais dans celui de déposer les armes. Que la paix ne vient pas de la victoire, mais du geste humble de tendre la main. Et parfois, oui, le plus grand acte de foi tient dans une balle rouge, déposée dans la boue, entre les mains d'une femme qui revient dire désolé, et d'un homme qui finit par murmurer rentre à l'intérieur. Parce qu'au fond, la rédemption, comme l'amour, se dit rarement avec des mots. Elle se vit, tout simplement dans un souffle, un geste, un regard, ou dans le bond joyeux d'un chien retrouvant son ami perdu.